RFC. 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 89.5 et 106.6 en FM. La radio locale. Merci de nous recevoir chez vous. À vos droits, votre émission de conseil juridique et d'information présentée par Bill avec la collaboration de Maître Ingrid Raspail. À vos droits, c'est tous les 2e et 4e mercredis du mois de 11h à 12h sur Radio Fréquence Caraïbe. Vous pouvez poser vos questions au 0596 78 02 03. Alors prenez vos droits en main à l'écoute de votre nouvelle émission les 2e et 4e mercredis du mois de 11h à 12h. Gardez l'écoute. Bonjour tout le monde, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue sur Radio Fréquence Caraïbe, la radio de la côte Caraïbe émettant depuis le 1 boulevard du bord de mer sur le territoire de la ville du Carbet. Nos fréquences respectives n'ont pas changé, 89.5 et 106.6 en FM. Sans oublier bien évidemment le www.rsc.com.fr et nos réseaux sociaux Instagram et donc Facebook. Comme annoncé, comme tous les 2e et 4e mercredis du mois, place à la partie un peu juridique dans la grille de programme de Radio Fréquence Caraïbe avec Maître Raspail. Bonjour Maître. Bonjour à tous et à toutes. Ravi de vous retrouver, donc comme je le disais, tous les 2e et donc 4e mercredi du mois. Les activités reprennent, les événements reprennent, mais on peut pas faire n'importe quoi. Donc je parle évidemment lorsqu'on organise des soirées. Et aujourd'hui, donc on va justement parler de manifestations d'ailleurs, de la diffusion de musique par une association ou par un événement, par une autre personne pendant donc un événement public. Et donc pour entrer dans le vif du sujet, Maître, la première question, donc quelles sont les règles à ce niveau? Alors il y a plusieurs règles différentes. Déjà en termes de diffusion de musique ou de diffusion de musique soit enregistrée, soit en live, un concert à l'occasion d'une soirée avec un live. Il y a des règles aussi à respecter en termes de déclaration aux autorités administratives du lieu de la situation de l'événement. Il y a aussi des règles à respecter en termes de sécurité, des règles à respecter en termes de de licence pour des boissons, oui. Et puis aussi l'assurance de l'événement. Évidemment. Il faut que l'organisateur soit assuré en cas de situation dommageable, oui. Pour le public et même pour lui, pour qu'il soit protégé. Voilà, couvert. Très bien. Nous parlons donc aujourd'hui, je rappelle pour vous, ce que vous souhaitez, parce que vous êtes organisateur ou parfois peut-être un témoignage, une question, vous pouvez participer à cette émission comme d'habitude avec 2 numéros de téléphone à votre disposition. D'abord le fixe 05 96 78 02 03, 05 96 78 02 03 ou le mobile 06 96 26 04 60, 26 04 60. Maître Raspail. Voilà. Donc effectivement, je vais commencer par l'association. En général, l'association qui nous entoure dans les quartiers, quelquefois se réunissent leurs adhérents ou ouvrent leurs portes aux futurs adhérents à l'occasion de la découverte de l'association et ce faisant, elle diffuse de la musique. Bon, donc il y a cette diffusion. Si l'événement est gratuit, il n'y a pas besoin de payer de droits auprès de la SACEM, mais il faut déclarer à la SACEM. C'est la société qui est chargée de recouvrer les droits d'auteur et de les distribuer. Donc même si
l'entrée à l'événement n'est pas payant, il faut quand même déclarer à la SACEM que nous allons diffuser de la musique. À toutes fins utiles, ils sont à l'étang Zabrico, il me semble. Voilà. Donc ça peut aussi se déclarer en ligne. La SACEM a un site et cela peut se faire aussi en ligne. Donc même s'il y a un fond sonore, il faut déclarer. Alors, en principe, l'association n'a pas le droit de diffuser de la musique gratuitement. D'accord, lors d'un événement public. Pour le faire, elle doit obtenir une autorisation de la SACEM. Donc, il faut, après déclaration, obtenir autorisation. Voilà. Et à ce moment-là, elle paiera des droits d'auteur si l'entrée est gratuite, comme payante, pardon. Donc, les règles sont différentes selon qu'il s'agisse de musique enregistrée ou de l'interprétation par les musiciens. Donc, un concert en live à l'occasion de la, voilà. Et donc, il faut obligatoirement, effectivement, déclarer à la SACEM que nous allons diffuser de la musique soit enregistrée, soit en live. Il faut le faire au minimum 15 jours avant l'événement. D'accord. Voilà. C'est un minimum parce que plus tôt on déclare et on peut avoir une réduction sur les droits d'auteur à payer. D'accord. Voilà. Bon. Donc, lorsqu'il s'agit de musique enregistrée, donc par exemple, on a un DJ, ou alors un diffuseur de son, les enceintes portables comme ça, et puis une playlist. Il faut effectivement vérifier si les œuvres qu'on a prévu de diffuser, si on sait la playlist qu'on va diffuser, il faut savoir est-ce que les œuvres sont actuelles ou tombées dans le domaine public. Actuelle, ça signifie que l'œuvre a moins de 70 ans. D'accord, et qu'elle est toujours l'auteur est vivant. D'accord. Voilà, l'auteur doit être vivant. Le domaine public, c'est 70 ans après la mort de l'auteur. Donc, si c'est une musique, par exemple, de Charles Trenet, non, je veux pas dire ça parce que je ne sais pas quand il est décédé. Enfin, si l'auteur est décédé depuis au moins 70 ans, sa musique est tombée dans le domaine public. Ce qu'il faut retenir, c'est 70 ans, voilà. Voilà, après le décès. Ouais. Alors, il faut retenir que même si la chanson, l'œuvre est tombée dans le domaine public, il faut quand même déclarer à la SACEM que l'on va diffuser cette œuvre. D'accord. Voilà. On ne paiera pas le droit dessus, mais il faut quand même déclarer qu'on la diffusera. Je me rappelle, il y avait une liste et il fallait noter le nom des artistes et tout ça. Voilà. Il fallait remettre à la SACEM. Ouais. Tout simplement. Donc, il faut aussi savoir que voilà, donc l'œuvre actuelle, c'est celle qui n'est pas tombée dans le domaine public et qui doit être déclarée pour obtenir l'autorisation d'être diffusée par la SACEM. Et il faut aussi payer les droits de diffusion. Voilà. Donc ça, c'est important parce que si vous voulez déclarer les œuvres qui seront diffusées auprès de la SACEM, c'est surtout pour garantir la rémunération des auteurs. Les auteurs d'œuvres musicales vivent de la diffusion, de leurs droits, de la diffusion et de leurs droits, à condition que la diffusion soit déclarée. Voilà. Donc, ne pas déclarer à la SACEM, finalement, c'est voler le droit d'auteur et la rémunération des auteurs des œuvres. Très bien. Et comme toute institution, il y a parfois des contrôles aussi, évidemment. Il y a des contrôles, effectivement. Même si une œuvre, enfin des œuvres ne sont pas déclarées, une soirée n'est pas déclarée à la SACEM, la SACEM peut avoir entendu, parce que maintenant, avec les réseaux sociaux, on voit qu'une soirée a lieu à tel endroit, à telle heure, et donc la SACEM délègue des agents pour vérifier que la soirée a été déclarée et les droits payés. Si un agent de la SACEM débarque dans une soirée et que la formalité n'a pas été respectée, l'organisateur sera sanctionné. Parce que c'est un délit que de ne pas déclarer une soirée auprès de la SACEM et la diffusion de musique enregistrée ou en concert est un délit. Donc, il vaut mieux respecter cette obligation. Et puis, comme je vous ai dit, c'est en plus d'être un délit, la SACEM, c'est pas la police de la musique. La SACEM, c'est la société qui recouvre et qui paye les droits d'auteur aux auteurs. Donc, c'est vraiment une question
d'honnêteté en fait vis-à-vis des auteurs des œuvres que nous aimons écouter, sur lesquelles nous aimons danser. Très bien. Voilà. Autre question, maître, quels sont les droits à payer par une association qui diffuse de la musique enregistrée durant un événement? Alors, les droits, c'est ce qu'on appelle les droits d'auteur, et ils constituent aussi la rémunération équitable qui est reversée aux auteurs. Voilà. Donc, c'est une manière de faire en sorte que tous les auteurs de la SACEM qui ont adhéré à la SACEM puissent obtenir une rémunération équitable. Voilà. Ce qui est tout à fait logique, hein. Ils créent, ils composent, et donc il y a un retour sur investissement. Plus le morceau est diffusé, et plus ils auront le droit d'auteur et une rémunération équitable. Voilà. À vos droits avec Maître Raspail tous les 2e et 4e mercredi du mois. Je rappelle que vous pouvez participer si vous êtes organisateur ou si vous avez une question. 05 96 78 02 03 78 02 03 ou 06 96 26 04 60. Maître, comment l'association doit faire la demande de diffusion de musique enregistrée durant un événement? Donc l'association ou une personne physique ou une personne morale, une société qui organise des événements doit faire une demande d'autorisation de diffusion de musique enregistrée en remplissant un formulaire sur le site de la SACEM. Voilà. Donc vous tapez SACEM, vous allez tomber sur le site et vous remplirez en ligne le formulaire à partir de votre espace client, donc il faut le créer, ou alors par courrier aussi postal et vous envoyez à votre délégation régionale de la SACEM, parce que la SACEM a une délégation régionale. Ouais, donc chaque région a une SACEM. Voilà, c'est qu'on disait, il me semble, une délégation. Sans me tromper, ils sont donc du côté de l'Étang-Abricot. Voilà. On parle de droits d'auteur, mettre une question dessus justement. Donc, quel est le montant des droits d'auteur à payer par l'association qui diffuse de la musique enregistrée durant un événement? Alors, je ne pourrais pas vous répondre avec précision parce que tout va dépendre déjà de la nature de l'événement organisé. Si c'est pour une manifestation avec de la musique en fond sonore, le calcul des droits d'auteur dépend de sa gratuité ou non vers le public. C'est-à-dire que si c'est un fond sonore, l'entrée est gratuite, vraisemblablement il n'y aura pas de droit à payer, même s'il faut quand même déclarer et être autorisé. Et si l'événement est payant, même si c'est un fond sonore, vraisemblablement il y aura quand même un droit d'auteur à payer. Voilà, un droit d'auteur et la rémunération équitable, puisque la musique enregistrée, comme on diffuse beaucoup d'artistes quand il s'agit de DJ par exemple, la rémunération équitable, elle est calculée sur effectivement la diffusion de supports par des supports enregistrés. Voilà. Donc, pour un carnaval, par exemple, il est déterminé par application d'un pourcentage sur les recettes réalisées ou les dépenses engagées. Voilà. Donc, une soirée carnavalesque, le montant des droits seront calculés sur un pourcentage qui peut être sur les recettes réalisées ou les dépenses engagées. Voilà. Donc, tout dépend de la nature de l'événement et de sa gratuité ou non. Voilà. Il faut savoir que le montant de la rémunération équitable, qui est celle de la musique diffusée, la musique enregistrée, est de 65% du droit d'auteur avec un minimum annuel fixé par secteur d'activité. Voilà. Restaurants, discothèques, commerces, locaux associatifs, salles d'attente. Voilà. Donc, c'est une rémunération qui est plus importante, enfin, qui prend quand même 65% du droit d'auteur. D'accord. Très bien. Voilà. On parlait de restaurants tout à l'heure. Parlons donc de la douloureuse, justement, une question qui se rapporte. À quelles sanctions l'association s'expose si elle diffuse de la musique enregistrée durant un événement sans respecter les règles? Alors, ça veut dire sans avoir déclaré au préalable et sans avoir été autorisé. Le fait de diffuser par quelque moyen que ce soit est un délit, donc en violation des droits d'auteur. Il peut être puni d'une amende pouvant aller jusqu'à 300 000 € et
avec une peine de prison de 3 ans maximum. Donc c'est quand même Oui. assez élevé pour un simple défaut de déclaration et d'autorisation. C'est pour vous dire que la chose est prise très au sérieux par le législateur, car diffuser sans être autorisé, c'est voler l'artiste qui a créé l'œuvre qui est diffusée. Donc, vaut mieux être parfois en règle pour éviter tout Bah oui, désagrément. parce que ça peut coûter plus cher que la soirée. Ouais, c'est ça. Et au final, ça peut faire mal. On parle maintenant 2 mots sur le concert ou dalle, ce qu'on appelle ici des soirées, encore des zouks. Avec des lives, oui. Des zouks. Quelles sont les règles à respecter pour une association qui diffuse de la musique jouée par des musiciens lors de concerts Voilà. ou d'une soirée? Voilà. Oui, association ou société d'événementiel ou Évidemment. organisateur personne physique, ce sont les mêmes règles. Voilà. Quand des musiciens jouent en live, il faut également avoir la liste des morceaux qui seront joués. Vérifier aussi que les œuvres jouées sont actuelles, à savoir qui sont encore qui rémunèrent encore les auteurs, donc en vie. Et si les morceaux sont dans le domaine public, il faut également le signaler, parce qu'il faut obtenir quand même l'autorisation, même s'il n'y a pas le droit à payer dessus. Donc, c'est la même distinction à faire entre œuvres actuelles et œuvres tombées dans le domaine public. Même réglementation, déclarer toutes les œuvres, qu'elles soient actuelles ou dans le domaine public. Et il faut également préciser les morceaux qui seront joués, puisque contrairement à une musique, un fond sonore aléatoire qui tourne comme ça, les musiciens savent ce qu'ils vont jouer. Donc le fameux répertoire. Voilà. Donc les musiciens savent, et donc la déclaration doit indiquer les morceaux et les auteurs. Voilà. À vos droits, je rappelle avec Maître Raspail tous les 2e et donc 4e mercredi du mois. Donc il y a effectivement une particularité. On aura vu, c'est dans quelques semaines, d'ici 2 mois. Donc c'est une annotation notamment sur la fête de la musique, Maître. Alors, si vous organisez un concert gratuit lors de la fête de la musique, vous devez uniquement obtenir l'autorisation de la SACEM. Voilà. Là, c'est plus simple. Oui. Ouais. Mais Si- quand faut-il lui demander et faire la démarche? Voilà, il faut. Mais c'est la même démarche que celle pour une soirée payante ou gratuite. Il faut aller sur le site de la SACEM, demander l'autorisation de diffusion de musique, en précisant qu'il s'agit de concert dans le cadre de la fête de la musique, un concert gratuit. Voilà. Autre question, Maître. Comment l'association doit faire la demande de diffusion de la musique jouée par des musiciens lors de concerts ou d'une soirée? Sur le site internet, D'accord. Ça, c'est- avec également la précision des œuvres musicales qui seront interprétées par les musiciens lors de la manifestation. Voilà, elle doit être, la liste doit être absolument jointe à la demande d'autorisation. D'accord. C'est rien de compliqué, il faut le dire, mais simplement il faut faire ce qu'il faut pour être en règle. J'ai envie de dire, c'est rien de compliqué, mais c'est surtout ce à quoi on doit penser en premier. Qui dit soirée, événement avec musique, dit SACEM, pour commencer. Déjà, première chose, c'est ça. Ça veut dire que c'est comme un restaurant, qui dit restaurant dit nourriture, dit ingrédients. S'il n'y a pas d'ingrédients, il n'y a pas de restaurant. Eh ben, l'élément fondamental d'une soirée, c'est la musique. S'il n'y a pas de musique, il n'y a pas de soirée. Et pour obtenir le droit de diffuser de la musique, il faut déclarer sa soirée à la SACEM, déclarer qu'il s'agit d'une musique enregistrée et ou en concert joué par des musiciens. À ce moment-là, déclarer les œuvres, la liste des œuvres qui seront jouées, qu'elles soient actuelles ou du domaine public, et dire effectivement si la soirée sera gratuite ou payante, puisque ça permettra à la SACEM de calculer les droits que l'organisateur devra payer. D'accord. Justement, on en a déjà parlé tout à l'heure sur les droits à payer. C'est sensiblement les mêmes que dont on a vu tout à l'heure. Oui, tout dépend de l'événement, de sa gratuité, du fond sonore ou pas, musique enregistrée ou live, domaine public ou œuvre actuelle. Tout va dépendre des œuvres et de la gratuité ou pas de l'événement. Mais quoi qu'il en soit, en tout état de cause, j'ai envie de dire, il faut obligatoirement déclarer
à la SACEM l'événement dès lors que de la musique sera diffusée, quelle qu'elle soit. Pour les sanctions, ça reste ici les mêmes. Hein, les mêmes sanctions. Ça change pas. Donc voilà. C'est un délit qui peut aller de 300 000 € d'amende à 3 ans de prison maximum. Très bien. Surtout que pour ça, Martinique, on est très fêtard. Il y a beaucoup de soirées. On est très fêtard et puis on diffuse de la musique. Je veux dire, il suffit qu'on soit, un certain nombre. L'entrée est payante. On diffuse de la musique, ça y est, c'est une soirée. Ouais. Si on est chez soi, un événement privé, gratuit, un anniversaire, non. On n'a pas à obtenir d'autorisation ou de déclarer, parce que c'est privé. Dès lors que l'événement est public, qu'il soit gratuit ou payant, il faut déclarer à la SACEM. Donc il faut distinguer. Anniversaire chez soi, petite fête entre amis, non. Mais si ce n'est pas une fête privée, mais publique, ce qui veut dire que c'est ouvert au public, que ce soit payant ou gratuit, il faut déclarer. Très bien. Et je suppose aussi qu'en se renseignant à la SACEM, donc ils sont là aussi pour apporter, apporter les explications nécessaires. Hein. C'est pas forcément pour des sanctions. Les sanctions tombent si vous êtes hors la loi, on va dire. Mais ils sont là aussi pour aider donc les associations, donc enfin les organisateurs, on va dire, de manifestations à ce niveau-là. À vos droits avec notre aspect, je rappelle donc nous parlons de soirée, voilà, lorsque vous êtes organisateur notamment, quelles que soient les règles. On rappelle qu'il est nécessaire, maître, de passer par la SACEM pour être en règle, parce que c'est très important. C'est la case départ. Voilà. C'est la case départ. Et il y a, j'ai envie de dire, une autre case départ aux événements publics payants, c'est de demander l'autorisation à la mairie d'organiser un événement. Ça va ensemble, hein, je veux dire. S'il n'y a pas de musique, il n'y a pas de soirée. Et s'il n'y a pas d'autorisation de la mairie, il n'y a pas de soirée non plus. Donc ce sont vraiment deux préalables ex aequo à toute avancée. Si on n'a pas l'autorisation de la SACEM ou déclaré à la SACEM, et si on n'a pas l'autorisation de la mairie, on peut dire que la soirée n'aura pas lieu. Évidemment. Donc il faut demander l'autorisation à la mairie, d'autant que cette autorisation, lorsque le maire y répond favorablement, il va entre guillemets prêter, en tout cas autoriser le débit de boisson, la licence 4. C'est lié. Qui dit autorisation de la mairie, lorsqu'on demande l'autorisation évidemment d'organiser et le débit, il faut préciser avec débit de boissons alcoolisées, la mairie autorise et accorde le débit. Très bien. Alors, lorsqu'on parle d'autorisation, évidemment, ça prend tout le sens, mais bon, c'est par écrit, évidemment. Par écrit. Oui, bien sûr, on ne demande pas ça comme ça dans sur le trottoir ou à la Miss Limet. Effectivement. Comme on dit ici, il faut lui écrire. Il faut écrire, enfin en tout cas au service compétent de la mairie et demander l'autorisation, préciser le lieu, la date, les horaires, être transparent auprès de la mairie sur la situation du lieu et l'heure. Très bien. Le jour. Pour l'avoir déjà fait par rapport à la radio aussi, normalement, il y a un document, hein, donc un dossier, effectivement, qui liste tout ce que vous dites là, si vous avez de la boisson, etc. Donc, voilà. Ils ont maintenant un dossier à remplir, évidemment. Donc, un dossier quelques pages, c'est normal, mais bon, voilà qu'il faut remplir. Oui, parce qu'il faut que la mairie sache à quoi ce qu'elle autorise. Et donc, il faut quand même qu'elle se renseigne pour obtenir les éléments qui vont déterminer son autorisation. Et à toutes fins utiles aussi, il y a un délai, évidemment. Si vous faites un truc dans 3 semaines, c'est un peu limité. Donc, prenez-vous très tôt, parce qu'il y a un délai. Oui, le plus tôt serait le mieux. Voilà, il y a un délai donc pour tout ça. Donc, au niveau donc des mairies notamment, pour avoir ces autorisations dont vous disiez tout à l'heure. À vos droits, comme tous les 2e et 4e, donc je rappelle mercredi du mois avec Maître Raspail. Donc, on parle de soirée, d'organisation. À vos droits, votre émission de conseil juridique et d'information présentée par Bill avec la collaboration de Maître Ingrid Raspail. À vos droits, c'est tous les 2e et 4e mercredis du mois de 11h à 12h sur Radio Fréquence Caraïbe. Vous pouvez poser vos questions au 0596 78 02 03. Alors prenez vos droits en main à l'écoute de votre nouvelle émission les 2e et 4e mercredis du mois de 11h à 12h. Gardez l'écoute.
À vos droits, comme annoncé, comme tous les deuxième et quatrième, donc mercredi du mois, avec Maître Raspail. Je rappelle qu'aujourd'hui, la thématique, c'est donc l'organisation de soirées pour être en règle, notamment au niveau de la SACEM, quelle que soit association ou autre personne, tout organisateur d'événements, diffusion de la musique. Très bien. On parle, oui, maître. Oui, non. C'est donc, on va parler de quelque chose de très important lors des soirées, c'est la partie un peu sécurité. Quelles sont donc les obligations légales de sécurité pour un lieu, donc de l'événement? Il faut savoir qu'en tant qu'organisateur, vous êtes responsable de vos invités et surtout de leur sécurité. Donc vous devez dans un premier temps vous assurer de suivre toutes les obligations légales concernant le lieu de votre événement. Très bien. Et ça c'est important parce que s'il y a une faille dans les obligations de sécurité, l'organisateur peut se voir traduit devant la justice s'il y a un incident qui peut causer des dommages corporels au public. Très bien. Parlons maintenant, maître, des capacités d'accueil. Voilà, donc c'est ça déjà, il faut que le lieu puisse accueillir le nombre de personnes envisagées. Il faut respecter déjà aussi la capacité de l'accueil de l'endroit. Il faut pas faire déborder l'endroit sous prétexte qu'on peut encore prendre à l'entrée des places. Il faut vraiment que la capacité d'accueil soit respectée. Si un lieu ne peut contenir que 100 personnes et que vous en faites rentrer 130, vous êtes déjà hors la loi. Et parce que c'est une question de sécurité. Même si on a l'impression que visuellement 130 personnes peuvent rentrer dans un lieu de 100, même si c'est possible, le fait est que la capacité, elle a été étudiée pour que la sécurité reste possible. S'il faut évacuer rapidement, s'il n'y a qu'une, je prends un exemple, il n'y a qu'un lieu de sortie et d'entrée, si on fait rentrer 150 personnes au lieu de 30, il y a un problème. Donc il faut que la capacité d'accueil soit respectée. Voilà. Il faudra également respecter des mesures imposées telles que l'autorisation ou non de consommation d'alcool ou encore sa vente pendant l'événement. Voilà. Il faut aussi vérifier que l'on puisse vendre de l'alcool. Bien sûr, ça passe si le lieu de l'événement est un restaurant ou un bar qui a déjà sa licence, donc c'est possible. Le lieu est autorisé. Si c'est un lieu qui n'a pas l'autorisation parce qu'il n'a pas la nature de restaurant ou d'un bar, effectivement, on l'a dit il y a quelques minutes, en demandant l'autorisation à la mairie d'organiser un événement avec débit de boisson, la mairie qui autorise va autoriser aussi le débit de boisson. Il sera temporaire. Il sera vraiment pour cet événement précisément. Parlons maintenant, maître, du CCH, autrement dit du Code de la construction et de l'habitation. Voilà. Donc, d'après le Code de la construction et de l'habitation, le CCH, les établissements recevant du public, donc les ERP, sont répartis en 5 catégories. Donc, première, les lieux pouvant accueillir plus de 1500 personnes. Deuxième catégorie, les structures accueillant de 701 à 1501 personnes. Troisième catégorie, les lieux ayant une capacité d'accueil de 301 à 700 personnes. La quatrième, les établissements accueillant moins de 300 personnes. Et la cinquième, les structures permettant de regrouper moins de 50 personnes. Ces 5 catégories s'appliquent à tout type de lieux. Des salles de conférence ou chapiteaux, en passant par les structures en plein air ou des villas ou voilà. D'ailleurs, les structures en plein air, chapiteaux, sont idéaux pour les événements basés sur le thème du cirque ou bien-être, par exemple. Voilà. Donc, vaut mieux pour ces événements-là, s'il faut manipuler des flammes ou voilà des cracheurs de feu, il vaut mieux que ce soit en plein air que dans une pièce fermée. Très bien. C'est voilà. ce qu'on a vu le week-end dernier au Carbet. Voilà. Ils sont en plein air. Vous avez vu, ils sont en plein air. Un petit clin d'œil, les artichauts. Voilà, les artichauts. Donc, la sécurité des événements en intérieur. Donc, si votre événement se situe en intérieur, la sécurité événementielle du lieu doit se référer au code précité, c'est-à-dire au code de la construction et de l'habitation et du règlement de sécurité. Voilà. Les règles énoncées doivent être respectées par l'organisateur. Bon. Il faut que le lieu permette une évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants. Déjà, il faut choisir un lieu qui permette d'évacuer
la capacité qui est permise par le lieu rapidement et en bon ordre. Voilà. Parfois, on a vu des scènes en bon ordre. Ouais. Voilà. Ça signifie que il faut que la sortie ou l'accès soit accessible et permette l'évacuation sans que tout le monde parte dans tous les sens, par exemple. Voilà. Ça, c'est important. Il faut qu'il y ait une ou plusieurs façades en bordure de voie, de la route donc, ou d'espace libre, permettant l'évacuation des participants, l'accès et la mise en service des moyens de secours et de lutte contre l'incendie. Ça veut dire, en gros, le SDIS, les pompiers, le SAMU. Il faut que les secours puissent arriver, accéder au lieu sans être gênés et puissent évacuer des personnes dans le besoin rapidement, sans gêne. Oui, parce donc, il faut vraiment avoir un accès sur la route. Ouais. C'est-à-dire que moi, je me rappelle avoir une fois été l'avocate d'un organisateur de soirée qui avait un lieu dans une impasse. Ah. Et le problème, c'est que les personnes étaient garées sur le chemin d'accès à l'impasse. Malheureusement, il y a eu un coup de feu et un mort ou un blessé, je ne me souviens plus. Et lorsque les pompiers, enfin le SAMU est arrivé, ils ont perdu du temps parce que les voitures étaient garées sur le chemin d'accès et le temps perdu. C'est vital. Pour arriver, peut-être appeler les voitures pour qu'elles dégagent, ou alors faire que le SAMU passe entre les voitures, enfin essaye de se frayer un chemin, parce que bien sûr on ne peut pas rouler à une vitesse, voilà. Et bien il était trop tard. Et ça, cela a été causé parce que l'accès avait été obstrué. D'accord. Bon. Donc c'est très important donc de laisser l'accès vraiment libre. Enfin, c'est un dossier qui posait deux problèmes, l'accès, mais avant tout la sécurité en termes de contrôle et de sécurité, parce que une arme avait pénétré les lieux. D'accord. Voilà. Autre aperçu de la réglementation, maître. Voilà. Donc les sorties et les dégagements intérieurs qui conduisent aux voies de secours doivent être aménagés et répartis de telle façon qu'ils permettent l'évacuation rapide et sûre des personnes. Il ne faut pas qu'il y ait d'objets, par exemple, dans une porte, par exemple, qui n'ait pas de poignée, qu'on ne puisse pas l'ouvrir facilement, qu'on soit gêné en fait à l'évacuation. Il faut qu'il y ait un nombre de portes, donc d'accès à l'évacuation et la largeur suffisante pour que plusieurs personnes puissent sortir en même temps. Voilà, si on a une petite porte étroite qui permet le passage d'une personne après l'autre, on perd un temps fou. Donc il faut qu'il y ait des accès larges et en nombre pour évacuer. Voilà. Donc il faut que le lieu dispose au moins de 2 sorties, au minimum 2 sorties. Bien sûr, suffisamment large par rapport à la capacité des personnes. Si on a un lieu qui peut contenir 500 personnes en termes d'espace, mais qu'on a 2 petites portes étroites, la capacité peut être vue à la baisse. Ne serait-ce que pour pouvoir évacuer une personne après l'autre dans les meilleurs délais. Voilà. Donc il faut aussi un éclairage électrique, hein, évidemment. On ne va pas revenir à l'âge de pierre et puis des bougies. Un éclairage de sécurité aussi. C'est-à-dire que s'il y a une coupure de courant, par exemple, il faut, vous savez, les petites sorties là, au exit avec le petit homme qui court là. Il faut que ce soit visible. Il faut que l'on sache où évacuer. Voilà. Il faut aussi que le bâtiment soit doté de dispositifs d'alarme et d'avertissement au cas où un feu se déclare. Oui. Quelquefois, on peut ne pas sentir un début parce qu'il y a du bruit, donc on est sur la musique, on fume, quoique non, en lieu public c'est interdit, mais si l'espace est ouvert, les gens fument, donc on peut ne pas sentir forcément qu'il y a quelque chose parce que voilà, on n'est pas notre sens, le plus en éveil étant l'ouïe, l'odorat passe après. Oui, donc, en tout cas, il est bien d'avoir un lieu qui permette d'avertir un départ de feu. Voilà. Donc ça, c'est un peu bon. J'ai envie de dire, c'est du bon sens, hein. Des sorties
un accès dégagé sur la voie publique pour que la sécurité, enfin le SAMU, les pompiers puissent intervenir sans encombre et aussi rapidement que nécessaire, parce que quelquefois quelques secondes comptent, enfin des secondes comptent. Et des minutes peuvent, des vies tiennent à quelques secondes ou à quelques minutes. Voilà. Très bien. Après donc les événements donc, en intérieur, on va parler maintenant des événements en extérieur, maître. Alors, les événements qui se déroulent sur la voie publique doivent obligatoirement être notifiés aux autorités administratives compétentes. Donc évidemment, c'est la mairie pour commencer, puisqu'on est sur le territoire d'une commune en général quand on fait quelque chose. Il faut faire les demandes de déclaration, des démarches comme des déclarations ou des demandes d'autorisation temporaire d'occupation du domaine public. Voilà, si c'est sûr, par exemple, on prend l'exemple des artichauts, la semaine dernière, ils étaient sur le domaine public, puisque la place publique du Carbet, c'est le domaine public du Carbet. Donc, j'imagine que l'association a dû faire les démarches de demander et a obtenu l'autorisation, puisque quand même ils sont pas cachés. Donc forcément, pour pouvoir faire un événement sur la place publique, il faut que la mairie, en tout cas l'autorité compétente, l'accorde. Voilà. Donc ces autorisations obtenues en amont permettent d'organiser votre événement en accord avec le pouvoir public pour lui assurer par la suite les meilleures conditions de sécurité possibles. Évidemment, c'est lié. La sécurité sera apportée par le domaine public. Par la commune, voilà. C'est-à-dire la direction départementale de la sécurité publique, le DDSP, ou la gendarmerie, comme aussi le service départemental d'incendie et de secours, le SDIS. Voilà. Donc tout ça, ce sont un encadrement de sécurité qui est attaché lorsque l'on demande l'autorisation d'utiliser la voie publique pour pouvoir organiser un événement sur la place publique. Et une particularité, maître, pour ceux qui organisent des événements qui rassemblent entre 1500 et 5000 personnes, que doit-il faire? Alors, entre 1500 et 5000 personnes, il faut prévenir le maire de la commune, comme pour les événements de moindre capacité, au moins 2 mois avant la date de l'événement, comme pour les événements à de moindre capacité. Il faut en plus prévenir la préfecture ou la sous-préfecture, je rappelle pour l'événement qui rassemble entre 1500 et 5000 personnes. Il faut prévenir encore la DDSP ou la gendarmerie, à savoir la direction départementale de la sécurité publique, DDSP, le SDIS, il faut prévenir le SDIS, à savoir le service départemental d'incendie et de secours. Voilà. Et il faut savoir que ces personnes qu'il faut prévenir, elles vont venir aussi vérifier. Oui. Elles vont venir vérifier. Donc le SDIS va venir vérifier que le lieu permet son accès. Ouais. Généralement, il y a ce qu'on appelle quelques heures avant, où il y avait une commission de sécurité. Voilà, ils envoient regroupant justement tous les corps dont vous avez parlé. Voilà. Ils vont venir vérifier que les normes à respecter sont respectées et que l'événement peut avoir lieu en toute sécurité. Voilà. Et la préfecture aussi doit être informée, puisqu'elle peut prendre un arrêté qui interdit, comme prendre un arrêté qui autorise. Et si là effectivement la préfecture, le préfet prend un arrêté qui interdit la manifestation, elle ne pourra pas avoir lieu. Quand bien même le maire aura autorisé. Donc le préfet peut prendre un arrêté qui interdit de faire parce que pour d'autres considérations, etc. Voilà. Très bien. À vos droits avec Maître Raspail, tous les donc 2e et 4e donc mercredi du mois. On parlait jusqu'à 5000 personnes, mais si vous organisez plus de 5000 personnes, c'est sensiblement la même chose ou bien il y a des choses qui diffèrent, maître? C'est la même chose. Le maire, les DSP ou gendarmerie, le SDIS, il faut créer un dossier de sécurité, le déposer en préfecture ou sous-préfecture, plus auprès du maire. Donc il faudra vraiment créer un dossier qui permet d'apporter toutes les garanties que l'événement va se dérouler dans les meilleures conditions possibles. Par exemple, la mise en place de portiques pour vérifier qu'il n'y a pas d'armes, la mise en place d'un service de protection civile au cas où il y a des problèmes sur place, ou alors un chapiteau qui permet d'apporter les premiers secours. Vous pouvez mettre en place tous ces à côté là qui vont constituer le dossier de sécurité
et qui permettront à la préfecture de vérifier que s'il y a des malaises, il y a des secouristes sur place, s'il y a des portiques, donc nécessairement les palpations, donc c'est pour éviter que des armes ne pénètrent le lieu, que l'accès est dégagé pour le SAMU et les pompiers, qu'il y a une société de sécurité qui est embauchée et que il y a une dizaine ou une quinzaine ou une vingtaine, je ne sais pas, de vigiles postés à plusieurs endroits qui sécurisent le site, qui sécurisent l'entrée, qui empêchent l'accès par d'autres voies pour empêcher que des indésirables viennent troubler. Donc tout ça constitue le dossier de sécurité qui va permettre au préfet de prendre un arrêté en étant rassuré et assuré que les personnes invitées à cette soirée puissent faire la fête dans les meilleures conditions. Très bien. Donc, autre chose, c'est bon, maître, pour cette partie? Non. C'est c'est très bien. Alors oui, une petite si vous faites un événement si vous organisez un événement sur la voie publique sans avoir fait de déclaration complète, ou si vous n'avez obtenu aucune autorisation préalable, vous pourrez être puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. Voilà. Donc ne me pas prendre sur le fait accompli le monsieur le maire ou le préfet et organiser je prends un exemple, une rave party de 5000 personnes sans avoir demandé l'autorisation et l'obtenu et sans avoir prévenu la préfecture qu'un tel événement aura lieu. Très bien. Maître, quels sont donc par les autres moyens de sécurisation, quelles sont donc les mesures à prendre par l'organisateur? Alors, c'est vrai que c'est une question de bon sens. Il vaut mieux organiser des événements sur des sites qui ont déjà accueilli des événements passés dans les mêmes capacités que celles que ceux que vous voulez organiser. Voilà. Donc ils ont déjà des plans de sécurité, ils sont déjà sûrs au niveau de l'accès, des sorties, l'évacuation. On n'a rien à faire si ce n'est que on sait que le lieu est sécurisé. Voilà. Il faut également sécuriser le périmètre de l'événement par des barrières de sécurité, stationnement, glissière béton armé pour empêcher les stationnements qui obstrueraient le passage du SAMU, agents de sécurité, caméras de surveillance si c'est possible. Et puis aussi, ce serait bien de créer une liste d'objets interdits pendant l'événement et communiquer en amont, par exemple des parapluies avec des bouts en fer, des choses qui pour les gens sont banales, mais qui peuvent servir d'armes par destination en cas de problème. On peut détourner un objet banal pour en faire une arme. Donc contrôler l'accès, donc les fouilles, palpations, privilégier aussi des sacs poubelles transparents. Il faut faire attention au câble management et puis placer les numéros d'urgence à proximité du lieu, afficher les procédures d'évacuation claires et faciles à suivre et indiquer les zones de premier secours. Voilà, ça c'est pour les grands événements s'il y a besoin de... Voilà. Parlons maintenant, maître, du service de billetterie en ligne pour justement faciliter l'accès au lieu d'arriver comme ça et d'avoir une cure. C'est ça. Ben ça, c'est une question d'organisation qui est propre à chaque organisateur. Ils ont leur fonctionnement. Et ce n'est pas très juridique tout ça, mais c'est une façon de libérer l'accès et de faire que ça soit plus fluide. Voilà. Et puis une chose aussi qui semble qui est très importante. Ça ne semble pas important, ça l'est, et c'est fondamental même. Il faut souscrire à une assurance sécurité pour l'événement. Oui, on en parlait tout à l'heure, c'est très important. Donc si c'est pas une société qui a l'habitude d'organiser une association qui est déjà assurée, vous êtes assuré, il faut souscrire à une assurance sécurité. Voilà. C'est en cas d'accident, en cas de quel que soit le pépin, une jambe cassée parce que quelqu'un a raté la marche, peu importe, quelqu'un a mangé un repas qui l'a rendu malade, qui était bien sûr compris dans l'événement, peu importe ce qui peut se passer, si un client de la soirée se retourne contre l'organisateur, il est assuré. Voilà, donc il faut assurer l'événement.
Autre chose aussi importante, Maître, parce que parfois on a vu un peu de laxisme à ce niveau-là, c'est le service d'ordre et de sécurité qui est parfois très important et très utile. C'est important, d'autant que s'il n'y a pas suffisamment d'agents de sécurité, compte tenu de la capacité de l'événement, du lieu et des personnes qui ont participé à l'événement, et si par malheur il arrive un incident qui a une mise en danger d'autrui, il n'y a pas assez de vigiles, ça pourra être reproché à l'organisateur qui n'a pas placé suffisamment d'agents de sécurité pour contenir. S'il y a une bagarre qui dégénère, c'est aussi de la faute de l'organisateur s'il n'y a pas suffisamment de vigiles pour venir contenir cet incident et arrêter la bagarre et évacuer les personnes qui ont causé cette rixe. Donc vraiment, on a l'impression que c'est une question qui ne concerne que les événements comme peut-être des raves ou des sound systems ou une population qui est plus enclin à se battre, mais il faut quand même prévoir, quelle que soit la manifestation, un nombre d'agents suffisant pour contenir les événements qui pourraient malheureusement troubler la soirée. Voilà ce qu'on pouvait dire pour À vos doigts d'aujourd'hui, donc avec Maître Raspail sur l'organisation de soirée. Que peut-on retenir en quelques mots-clés, Maître? Il faut retenir que, comme on dit en créole, après fête, c'est gratter-tête, non? On dit ça? Avant fête, c'est gratter-tête aussi. Parce que avant d'organiser une fête, d'une soirée, il faut déclarer à la SACEM la soirée, que ce soit de la musique enregistrée, donc DJ, ou de la musique qui sera jouée par les musiciens. Il faut déclarer à la SACEM si l'entrée sera payante ou gratuite. Et il faut être autorisé par la SACEM pour diffuser de la musique. Parce que en cas de contrôle, si une soirée n'a pas été déclarée à la SACEM, en cas de contrôle par la SACEM, l'amende peut aller de 300 000 € et la peine 3 ans de prison. Voilà. Donc, il faut passer par la case SACEM. Il faut passer dans la case parallèle à la SACEM par l'autorisation de la mairie du lieu de l'événement en indiquant le jour, lieu. Enfin, maintenant, vous m'avez dit effectivement qu'il y a des dossiers à remplir auprès des mairies, des dossiers avec des questions précises, détaillées, qui permettent à la mairie de savoir exactement qui organise, où, quand, comment, les moyens de sécurité, qu'est-ce qui est mis en place pour que la soirée se déroule sur son territoire dans les meilleures conditions. Les heures de la soirée aussi, parce que effectivement, il faut savoir qu'on n'est pas seul et que autour, quelquefois, des événements, il y a des gens qui résident et qui dorment chez eux pendant que vous faites la fête. Et donc, le niveau de décibels peut déranger l'environnement proche. Et l'autorisation, d'ailleurs, n'empêche pas, par le maire, n'empêche pas un tapage nocturne et que les gendarmes arrivent pour demander à l'organisateur de baisser. C'est pas parce que la mairie a autorisé l'événement que les voisins ne sont pas en droit, au bout de moments, d'obtenir que le son, le volume des décibels soit revu à la baisse pour le permettre de finir la nuit de plus ou moins tranquillement. Voilà. Donc la mairie doit être informée et autoriser l'événement. Voilà. C'est aussi elle qui va autoriser le débit de boisson si le lieu que vous avez choisi pour organiser la soirée n'a pas une licence. Donc si c'est pas un restaurant ou un bar, il n'a pas de licence. Donc la mairie va autoriser le débit de boisson temporaire pour l'événement. Il faut choisir un lieu qui respecte les normes de sécurité, à savoir l'évacuation, l'accès à l'évacuation. Permettre que ce lieu soit accessible, qu'il ait une façade avec la voie publique qui permet au SAMU, aux pompiers, d'arriver le plus rapidement possible. Et surtout, ne pas laisser de voitures stationnées aux abords du lieu, tout véhicule qui empêcherait l'évacuation des personnes et aussi l'accès aux services de SDIS, donc la sécurité, le SAMU, et parce que des minutes comptent dans la prise en charge de personnes en détresse et dont le police vital est engagé. Donc il faut choisir le lieu qui permet d'assurer cette sécurité. Il faut respecter aussi la capacité d'accueil du lieu. Il faut pas faire déborder. Et même s'il y a encore de la place, on a l'impression qu'on peut encore prendre, parce que effectivement c'est grand. Le fait est que la capacité, elle est aussi évaluée en fonction des accès et des sorties. C'est-à-dire que si on a 3 accès de sortie,
qui sont étroits, trois petites portes étroites. 1000 personnes, c'est trop. C'est beaucoup trop. Donc 1000 personnes, ça veut dire qu'on a un lieu qui a multiples voies d'évacuation pour que plusieurs personnes puissent évacuer en même temps sans se bousculer dans le bon ordre et sans que l'évacuation ne cause d'autres dommages par la précipitation. Voilà. Il faut vraiment respecter la capacité d'accueil parce que à l'œil nu, on a l'impression qu'on peut encore prendre, mais en réalité, il faut vérifier qu'il y ait plusieurs moyens d'accès d'évacuation rapide. Il faut aussi permettre aux personnes de voir quels sont les accès, les voies d'évacuation et comment y aller sans encombre. Voilà. Et puis bien sûr, la sécurité, c'est aussi une question de vigilance, hein, et donc ça veut dire mettre des vigiles, contenir l'événement par le maximum de vigiles possible en cas de problème, palper, fouiller pour éviter que des armes n'entrent dans l'événement, dans la soirée, et que en cas s'il y a une risque et que ça dégénère, que des vigiles puissent très rapidement arriver sur l'incident, tout en ayant d'autres vigiles qui contrôlent les autres, le périmètre et l'accès. Voilà. Donc il faut évaluer le nombre de vigiles par rapport aussi aux personnes qui sont accueillies pendant l'événement. Et puis pour finir, il faut assurer la soirée. Voilà. Ça c'est le gage de vraiment en cas de problème, si la responsabilité de l'organisateur est inquiétée pour telle ou telle raison, pour tel ou tel dommage, l'assurance va couvrir les dommages. Voilà, garantit les préjudices. Très bien, merci beaucoup Maître Raspail. Donc on parlait de cette thématique d'organisation donc de soirée. On se retrouvera le mois prochain pour un nouvel rendez-vous donc de À vos doigts et de nouvelles thématiques. À bientôt. À bientôt, au revoir. À vos droits, votre émission de conseil juridique et d'information présentée par Bill avec la collaboration de Maître Ingrid Raspail. À vos droits, c'est tous les 2e et 4e mercredis du mois de 11h à 12h sur Radio Fréquence Caraïbe. Vous pouvez poser vos questions au 0596 78 02 03. Alors prenez vos droits en main à l'écoute de votre nouvelle émission les 2e et 4e mercredis du mois de 11h à 12h. Gardez l'écoute. Fréquence Caraïbe, la radio de proximité toujours plus proche de ses auditeurs. 24h sur 24.